Mesdames et messieurs, bel bonjour, bel bonsoir Bazot. Bienvenue dans votre émission Tchou pour Tête. C'est le rendez-vous où on parle de déconstruction, on propose de nouvelles alternatives. C'est votre émission, c'est la vôtre. C'est 2 rendez-vous par semaine, c'est une équipe, mais aujourd'hui, on manquait tout seul, donc avec l'invité. Pour rappeler l'émission, Manuela, si tu peux passer l'introduction, s'il te plaît. Bel bonsoir tout le monde. Tu peux être fait pour nous réaliser que ça qui j'ai fait, mais ça pas fait pour ces choix nous qui mettent. Est-ce ça nous ni en tête, ta nous, ou ça qui ta nous, pour encore passer tête? Pas soude. Dédicace à monsieur Olivier Kelvan, la team, l'équipe, Papa Génité, ou Jaconnette. Donc c'est le rendez-vous, comme je disais, l'émission Tchou pour Tête. Malheureusement, Naou ne sera pas des nôtres aujourd'hui. Bon, elle sera là pour la prochaine fois. Et aujourd'hui, on a un invité, monsieur Jimmy Lagoncourt. Comment vas-tu, Jimmy? Jonathan, mon content d'y être là aujourd'hui, puisque nous avons fait une première émission. Pour deuxième émission, thème là qui appelé moi en pile, puisque c'est un thème qui a parlé bas moi en pile. Et donc, m'en forme et dispo. Je te remercie. Effectivement, tu es là pour première émission. Une émission avec une certaine résonance, parce que c'était la première de Choupoutet. On a pu parler de la permaculture. Dédicace également à monsieur Jonathan Lery, à monsieur Ulrich Floral. Jonathan, il était là, on a parlé de Grain Pays. On a déjà parlé, tu parles de problématiques, on va parler de la problématique de l'eau aujourd'hui. Dédicace également à Ulrich Floral. On a pu parler avec lui lors du premier volet. On a pu voir certaines choses. On a constaté qu'il y a vraiment un problème de l'eau sur notre petite île. Et pour parler de la problématique de l'eau, on a décidé également, ça faisait longtemps, tu l'avais déjà annoncé lors de la première émission, tu avais dit qu'il y a un problème avec l'eau. Oui, parce que... Mais comment se fait-il, quand je regarde, il y a énormément de rivières, il y a des courants d'eau. En même temps, on a pu voir lors de l'émission de la thématique avec Ulrich, on a pu voir également le problème de tout ce qui est également, canalisation. Il y a une grosse perte d'eau. J'ai cru entendre 50% de perte de gaspillage d'eau. Comment se fait-il, Jimmy? Mais moi, la problématique de l'eau, c'est quelque chose qu'il faut prendre déjà mondialement. Parce que, allons voir ce qui se fait mondialement, le grand tableau. Et puis, on va ramener ça à la Martinique. Parce que, c'est comme ça qu'on étudie les problématiques en permaculture. Le grand tableau, et après, on ramène aux détails. Le grand tableau, si je te dis 3 millions, c'est 3 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable pour se laver les mains. 3 millions. Oui, 3 millions de personnes n'ont pas accès à l'eau potable pour se laver les mains. Mais répartir dans quel continent? 3 millions, c'est énorme. Oui, 3 millions, c'est énorme. Mais ce sont des chiffres sur pour la Terre, le monde. Okay. Après, sur la planète entière. Okay. La planète entière. Ensuite, si je te dis 50%, c'est le pourcentage d'êtres humains qui sont malades ou bien qui souffrent d'éléments de malnutrition, mais à cause de l'eau, à cause du fait qu'ils ne peuvent pas se laver les mains, à cause du fait qu'ils ne peuvent pas avoir un niveau sanitaire de leur aliment. Ok, on va continuer sur les chiffres. Si je te dis 76 milliards, pas millions. Si je te dis 76 milliards, c'est la quantité, c'est les fonds dépensés en 2002 pour les dégâts faits par les inondations. Donc, il y a dans le monde. Ok, d'accord. Okay. Catastrophe naturelle également. Catastrophe naturelle, surtout dégâts des eaux. Ok. Si je te dis 45%, c'est le pourcentage d'êtres humains qui ont la possibilité de compter sur un assainissement des eaux sûres. OK?
Et si je te dis 71%, c'est le pourcentage d'humains qui peuvent compter sur une eau potable sûre. Qui peuvent compter sur une eau potable Voilà, sûre. qui 71%. 71% seulement. Et en matière d'assainissement, 29% de monde ne peut pas compter en l'aide de l'eau. 29% ne peut pas compter en eau potable sûre. Et ma réponse, c'est que nous, dans 29%. En Martinique, et nous? Oui, parce qu'en eau potable sûre, c'est en eau potable qui pas ni variable, pesticides, dedans. Ouais, dès qu'il y a. Voilà, dès qu'il y a des variables de pesticides dans tes eaux potables ou dans tes eaux traitées pour les ramener à la consommation, tu sais bien que même s'il y a la LMR, la limite maximum, même si tu es sous la LMR, mais il y a des pesticides. Je tiens à rappeler également que l'eau, c'est la vie. Eh oui. L'eau, c'est la oui. vie. Quand on peut respirer, également, on peut boire. On ne peut pas arrêter combien de jours sans boire. On peut arrêter combien de jours sans manger, mais pas sans boire. Surtout que quand nous fait à plus de 70% liquide. Surtout que planète là même, qu'elle détient beaucoup plus matière liquide que matière solide. Voilà. Donc, à partir de là, nous savons que l'eau, c'est un élément essentiel. Essentiel, toute planète là. Grosse problématique de l'eau, surtout, comme on disait, l'eau, c'est la vie. On peut constater également, parce que tu parlais, effectivement, quand on va dans le monde entier, on en parlait avec les nappes phréatiques, ouais, c'est bien ça, nappes phréatiques également, qu'en Europe, pas arrêter de l'eau encore, il est obligé de creuser pour chercher de l'eau. On rappelle, malgré qu'on voit la mer partout, parce qu'on dit qu'il y a aussi la désalaison de l'eau, mais est-ce que après cette désalaison de l'eau-là, on peut quand même consommer de l'eau à la poubelle? Alors, la désalinisation de l'eau, si tu veux, c'est à ne pas utiliser tout de suite parce que on y a encore un point de carbone. Tu vas désaliniser l'eau, mais il y a énormément d'énergie à mettre dans la désalinisation de l'eau. Et après, tu auras des rejets aussi qui sont salins. Puisque tu vas enlever l'eau, tu vas enlever le sel de l'eau, mais ce rejet de sel, il faut que tu en fasses quelque chose. Donc même la désalinisation de l'eau, c'est très problématique. En fait, on est entré dans un cycle de l'eau qui va devenir de plus en plus problématique pour des raisons simples. Des raisons simples, exemple, est-ce qu'on sait qu'un arbre, c'est un entonnoir? Si je te dis, oui, un arbre, c'est un entonnoir. Alors, tous les arbres du monde, ce sont les entonnoirs de la terre qui récupèrent l'eau de pluie et qui drainent cette eau de pluie-là jusqu'aux nappes phréatiques. Donc, un arbre, ça a des branches. Donc, est-ce qu'il faut davantage, penser comme ça, il faut davantage planter des arbres alors pour pouvoir contenir cette eau-là? Quand c'est comme ça, il faut déjà davantage ne pas détruire les arbres. D'accord, ok. Parce que quand tu coupes un arbre qui a déjà un système racinaire de 150 mètres et qui fait déjà pénétrer l'eau jusqu'à 15, 20, 30 mètres de fond, ce n'est pas pareil que si tu enlèves cet arbre-mère-là et que tu plantes un jeune arbrisseau. Tout à fait, oui. Tu n'auras pas du tout le même résultat. Il va falloir que tu attendes aussi des centaines d'années pour que le système racinaire de l'arbre que tu viens planter ait suffisamment de force et de longueur pour drainer l'eau jusqu'à la nappe phréatique. Ça, c'est une première chose. Chaque élément a son importance alors. Chaque élément a son importance et chaque élément remplit plusieurs fonctions. Et une fonction est aussi remplie par plusieurs éléments. Exemple. Là, on fait des champs de blé, mais pour faciliter les engins électroniques, il ne faut pas d'obstacle. Donc, on a enlevé dans les champs de blé tous les arbres. Donc, c'est sûr, ça nous fait plus de surface à cultiver, mais ça nous fait moins d'eau à contenir. À contenir dans la nappe phréatique. Oui, j'ai compris. Surtout qu'en Europe et que aussi partout dans le monde, le système d'agriculture, jusqu'ici, est basé sur la monoculture. Non seulement est basé sur la monoculture, mais est basé aussi sur des techniques
qu'il faut tout de suite remplacer. OK? Dans le système agricole actuel, mondial, hein, on ne sait retenir l'eau que physiquement. Puisqu'on fait des bassines, Oui, j'ai compris. on fait des réservoirs. Donc, ça, c'est retenir l'eau physiquement. OK? Mais personne ne fait l'effort de retenir l'eau organiquement. Naturellement. Je vais dire organiquement, Pourquoi? parce que naturellement, ce n'est plus possible. Si sur ton sol, tu as déjà enlevé les arbres, donc l'eau, le système naturel de l'eau est rompu, puisque tu as enlevé un élément très important. OK? Si quand tu fais le labour du sol, tu changes la superficie, tu changes le mouvement de l'eau, le chemin de l'eau, on appelle ça en permaculture. Quand tu retournes le sol, tu changes le chemin de l'eau. Donc, à partir de là, tu vas créer du lessivage. Tu n'auras plus d'infiltration normale de l'eau vers les nappes phréatiques. Donc, on travaille en surface. Plus on laboure, si tu laboures jusqu'à 60 cm et qu'il y a 100 mm d'eau qui est tombée, ben, tes 60 cm seront imbibés, d'accord? Mais sur les 100 mm, les 40 cm d'eau restants, eh ben, ils vont partir en surface, ils vont lessiver le sol, ils vont créer de l'érosion. Surtout que maintenant, tu sais que on reçoit, avec le dérèglement climatique, énormément d'eau en peu de temps. J'ai vu qu'il y avait une campagne cette semaine par rapport au dérèglement climatique avec la préfecture, tout ça. J'ai vu qu'il y avait ça cette semaine. De toute façon, on a dédicace à Martine Neureux. On l'a reçu à l'émission Papa Paginité la semaine dernière. Et on a pu discuter effectivement par rapport à cette urgence de constater qu'il y a un problème par rapport à notre climat. Il y a des choses qui vont se passer dans pas si longtemps que ça. Ils ont dit, j'ai même entendu dire en 2025, il y aura déjà également un changement qui va commencer à s'opérer. Je n'ai pas tous les chiffres en tête, hein. Oui. Mais il y a déjà une démarche qui s'effectue, malheureusement, par rapport à ce dérèglement qui est en train de s'effectuer. Tout ça aussi causé par l'homme, hein. Oui, bien sûr. La situation qu'on vit maintenant, on l'a créée pendant des années. années. Dans l'urgence. On est plus que dans l'urgence. Plus que dans l'urgence. On est plus que dans l'urgence. En fait, beaucoup de gens qui font des alertes disent qu'on a atteint déjà le point du non-retour. Donc, même si on place ce point de non-retour dans 5 ans, dans 10 ans, mais pour changer les mentalités, on a déjà atteint le point du non-retour. Les mentalités ne sont pas suffisamment flexibles, OK, pour attaquer une réparation tout de suite. Si je dis maintenant à tous ceux qui font du blé, à partir de demain, de planter des pommiers dans le champ de blé, ils ne sont pas prêts. Déjà, c'est pas même technique là non plus. Ils ne sont pas prêts. Si je dis qu'il faut passer en permaculture tout de suite, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts à passer en permaculture tout de suite. Et donc, on va souffrir énormément. Parce qu'il y a des choses qu'on n'apprend pas à faire. Par exemple, mettre son jardin ou bien mettre la surface qu'on cultive, la mettre en rétention d'eau. On ne sait pas faire ça. Tu peux expliquer, s'il te plaît? Alors, mettre une surface en rétention d'eau, c'est apporter suffisamment de matière organique pour que, quand tu as de grosses pluies, ces grosses pluies-là aillent se stocker dans la matière organique qui est dans le sol. Mais que cette eau-là ne fasse pas du lessivage, c'est-à-dire ne parte pas avec le sol. Et donc, il y a des aménagements à faire, il y a des choses à mettre en place pour retenir l'eau. Donc, mettre en rétention d'eau sa superficie, son jardin. Et ce sont des techniques de permaculture. Mais le monde n'est pas prêt à accepter la permaculture. Parce que la permaculture... On parlait de ça avec la consommation à outrance. Et tu sais, pour revenir également par rapport à l'eau, il faut dire aussi que on a toujours favorisé le confort, l'urbanisme. Donc,
en favorisant l'urbanisme, en favorisant également, quand je parlais, l'urbanisme, le confort, il fallait déboiser, créer des villes, fragiliser cette nature. En même temps, là, il ne faut pas non plus se leurrer, hein. On a profité par rapport à ça. Mais à vouloir trop profiter, là maintenant, comme tu disais, on est dans cette urgence-là. Voilà, on a atteint quand même. Tu vas dire, est-ce qu'on a quand même atteint un point de non-retour? Ou bien est-ce qu'on a encore une marge selon toi? Pour moi, on n'a pas de marge. On n'a plus de marge. On n'a plus de marge parce il que. est chaud. Alors, il est plus qu'il chaud. Aujourd'hui, à mon métier en vêtements de circonstances. Mais c'est pas pour un mon métier vêtements de circonstances là, parce que il faut accélérer la succession. En permaculture, on te dit ça. Assurer la succession. Il faut accélérer la succession. Parce que quand on a une succession, mon gars, propriétaire, voilà. Non, pas comme ça. Ouais, succession de fonctions, succession de façon de faire. Une transmission alors. Voilà, accélérer. Non, pas transmission. Transmission, on me rappelle nous bagaille sous l'effet ou refait. Mais me retransmettre mon bail sous l'effet ou refait. Si tu veux le transmettre à quelqu'un d'autre, tu le feras. D'accord, ok. Mais succession, ça veut dire que si ce que tu ne fais pas n'est pas bon, tu es obligé de laisser place. Oui, mais il y a des directives par rapport à ça. Il y a un protocole. Là, quand tu dis ça, là, est-ce que ce sont des directives? Je sais qu'au niveau de l'eau, il semblerait que ce soit la CTM qui s'occupe de l'eau en Martinique, si je ne me trompe pas. Oui, mais tu as aussi beaucoup d'autres organismes qui tournent autour de l'eau. Par exemple, tu as l'ODE. SME. La SME, c'est un distributeur. D'accord, ok. Comme Odyssey également. Comme Odyssey, un distributeur. Comme SDMS, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Ok, c'est un distributeur. Mais tu as l'ODE. Tu peux rappeler encore l'ODE, c'est l'Office de l'eau. Donc c'est un organisme qui est chargé de surveiller la qualité, la quantité et les variations de l'eau. Et tout ce qui est autour de l'eau. Tu as la police de l'eau. La police de l'eau, c'est aussi un organisme, une administration qui est chargée de surveiller toute l'utilisation. Est-ce que les utilisations de l'eau qui sont faites sont impropres ou pas? Tu les trouves réactifs, c'est ceux qui sont censés donner les directives? Alors, autour d'une richesse eau, tu as tout un tas d'administrations qui vont vivre de la gestion qu'ils doivent faire de l'eau, ok, ou qu'ils doivent proposer de l'eau. Ils vont vivre de la gestion qu'ils doivent proposer. Donc c'est du papier, c'est des idées, c'est des lois, c'est des choses comme ça. Mais après, est-ce que ce sont des lois qui peuvent être applicables? Mais non. C'est où moi je voudrais savoir. Mais non. Parce que entre ça qui a fait à Dobio et puis ça qui a fait à voilà, des les plaignants en fossé. Mais sans les pointer à nous Ravini. Sans les pointer à nous Ravini. Donc autour de l'eau, tu as déjà un certain nombre d'administrations qui sont chargées de légiférer, de faire des choses pour l'eau, de faire des lois pour l'eau, mais qui ne sont pas respectées. Ok? Et pourquoi tu ne l'as pas respecté? Ces lois-là ne sont pas respectées parce qu'il y a les lobbies. Est-ce que tu vas... souvent on dit, quand on parle de l'eau, on te dit oui, surtout le monde vegan, ils aiment te dire ça, pour faire un steak, il faut combien de litres, c'est ça, comme ils aiment dire ça. Pour faire 1 kilo de bœuf, il faut 1000 litres d'eau, c'est ça, souvent. En Martinique, pour faire 1 kilo de banane, il faut 500 litres d'eau. Ok? Il y a une différence. Donc, tu vois bien que 500 litres d'eau pour 1 kilo de banane, tu sais qu'en Martinique, on fait 3500 tonnes de bananes par an. OK? Donc, tu calcules à peu près la quantité d'eau que l'industrie bananière consomme. OK? Et 99% de l'eau consommée par l'industrie bananière, c'est pour l'arrosage. OK? 1% seulement est consommé, ou 2% sont consommés pour le lavage des bananes et empaqueter et faire repartir. OK? Donc, à partir de là, si tu connais ton plus gros utilisateur d'eau, c'est avec lui que tu dois négocier en premier lieu des façons de faire, des façons de réduire sa consommation d'eau. Ce n'est pas attendre que les nappes phréatiques soient vides
pour demander aux pères de famille, aux mères de famille de ne pas laver leur enfant le mercredi et de laver leur enfant le jeudi. Voilà. Ce n'est pas à monsieur tout le monde, hein, de ne pas tirer la chasse chez lui pendant 2 jours. C'est ça aussi. Pour que les lobbies puissent utiliser des quantités extravagantes d'eau pour faire de l'argent. Oui, c'est ça. Parce qu'on parle de lobby, on parle d'agriculture, on parle de champs de bananes, tout ça. J'entends et je comprends. Mais il y a aussi tout un fonctionnement qui n'est plus, selon moi, en adéquation par rapport à cette urgence, comme tu disais. Quand Naoui disait ça la fois dernière, quand on avait fait l'émission avec Ulrich, on tire la chasse avec de l'eau Potable. potable. Déjà le nombre de litres qui va couler chaque fois pour de l'eau potable. Donc au niveau de nos infrastructures, si par exemple il y avait également un changement au niveau des nouveaux protocoles, au niveau de l'infrastructure, voilà, au niveau de nouvelles constructions, ça aussi il y aurait eu une économie de l'eau. Quand je vois que j'ai entendu parler, je crois qu'il y a des millions d'euros qui devraient être, au niveau des, qu'on appelle ça encore, au niveau des constructions, au niveau des canalisations, qu'il y a des grosses pannes. Certes, il répare à chaque fois, il se dépanne, mais ça aussi, c'est une urgence par rapport à ce gaspillage d'eau, comme je disais, 50%. Donc, quand tu me rajoutes également avec les champs de bananes, avec également tout Le ce qui BTP. est le BTP, tout ça, Parce que ça grossit, ça grossit, hein. la ressource eau, elle couvre un certain nombre immatériel d'avantages en environnement, en infrastructure, en culture, en agriculture. En culture ou agriculture? En culture, tu sais, il y a des gens qui ont la culture de l'eau, comme en Inde, le Gange. Le Gange, les gens, ils font des cérémonies, ils font des prières, ils font des trucs dans le Gange. Tu as vu comment le Gange est pollué? Oui. Maintenant. Donc même la personne culturellement, eh ben, elle aura du mal à s'exprimer. Ouais, culturellement en Martinique, bientôt on ne pourra plus aller prendre le bain de rivière. Eh oui. Eh oui. Tu sais que sur 28 de nos rivières, 24 sont polluées. 28 de nos rivières, 24 sont polluées. Tu sais que là on ramène maintenant à la Martinique. Hein. 28 sont polluées sur 24. OK? Tu sais que les eaux de nappe phréatique en Martinique, ce sont les plus polluées. Que les eaux de rivière sont moins polluées que les eaux de nappe phréatique. Alors quand on va pomper, parce que c'est au fond, c'est plus sûr, non? En Martinique, les eaux les plus polluées, c'est nord-atlantique, nappe phréatique nord-atlantique, agricole, et nappe phréatique sud, agricole. Parce qu'il y a aussi quelque chose, quand on faisait les analyses, on faisait les analyses sur le chlordécone, mais il n'y a pas que le chlordécone également qui... Ah mais non, c'est ça mais aussi. non, maintenant tu as tout un melting pot de pesticides. Le chlordécone, c'est parce que c'est lui le pesticide le plus connu. Voilà, celui qui a déclenché, si tu veux, un bois. Mais avant la culture, pendant la culture et après la culture de la canne et de la banane, tu as des engrais. C'est-à-dire, avant de cultiver la canne, tu dois traiter le sol. Pendant la culture. Mais les Martiniquais aussi, hein. Excuse-moi de te vas-y. dire, même les Martiniquais aussi, mon garçon, j'ai monté à laver l'auto de la rivière. Avant, c'était quelque chose de courant, hein. Oui. Donc, il y a les entreprises, il y a les lobbies, il y a la pollution, mais à une certaine période, nous-mêmes, nous étions pollués aussi. Mais, comment te dire ça? Nous avons continué aussi à polluer, nous n'y pas de responsabilité nous, dans ça, parce que on parle de l'eau, mais on devrait parler des eaux. Tu as l'eau de mer. Oui. On vient de parler des eaux de nappe phréatique. Oui. On a les eaux de rivière. OK? Maintenant, on a les eaux grises. Les eaux grises, ce sont toutes les eaux impropres que nous allons rejeter dans nos canalisations après avoir... À travers les embouchures? Non. Quand tu jettes tes eaux grises à travers les canalisations, soit tu as un système de tout à l'égout
Et c'est l'assainissement, censé aller dans ton assainissement, donc c'est censé aller dans ta station d'épuration. Ou soit, ça va dans la terre. S'il n'y a pas de système d'épuration, voilà, ça va dans la terre. Donc, il y a nos eaux grises. Nos eaux grises, plus on utilise des produits qui sont efficaces, plus nos eaux grises sont polluées. OK? Il y a nos eaux de toiture. Parce que, quand tu habites un milieu rural, quand il pleut, ça tombe dans la forêt, ça tombe sur les arbres. Mais quand tu habites en milieu urbain, toute l'eau tombe sur de la toiture. Donc, tu as les eaux de pluie. Mais ces eaux de pluie-là, est-ce qu'elles sont correctement réutilisées ou est-ce qu'elles vont à la mer? Plus de 80% de nos eaux de pluie vont à la mer. Il n'y a pas longtemps qu'on a commencé en Martinique à faire la campagne où il faut un réservoir à la maison. Et c'est parce que c'est financé. C'est parce que on a eu la bonne idée. Sur ce coup-là, on a eu la bonne idée. Sur ce coup-là, on a eu la bonne idée de financer des réservoirs d'eau pour tout un chacun, qui fait qu'on commence à avoir une culture de l'utilisation des eaux de toiture. Au niveau des cités, tout ce qui est cité, il y a... Alors, au niveau des cités, franchement, au niveau des cités, et c'est là que j'attends la police de l'eau, le comité de bassin, l'ODE, tous ceux qui sont responsables de l'eau. Au niveau des cités, on devrait, pour ma part, obliger le promoteur à prévoir des citernes. Un château d'eau. Un château d'eau par cité. Comme ça permettrait aux gens, pendant le carême, d'être sanitaires quand même chez eux, de pouvoir tirer la chasse. C'est en 2020, il était chaud là, matin là. Oui, mais ce sont des épisodes qui vont se répéter. Mais on n'a pas réagi. En 2020, les gens sont restés sans eau pendant quelques mois dans leur bâtiment. Tout le monde a dit oui, c'est parce qu'il y a une canalisation du Nord qui ne débitait pas correctement, tout ça. Voilà. Tout le monde a mis ça sur le dos de Séguineau. OK? Mais Séguineau n'est pas éternel. Les débits, ces débits d'eau-là ne sont pas éternels. Donc, c'est sur ça qu'il faut qu'on travaille. Donc, toutes les eaux, imagine que toutes les eaux de toiture, 90% des eaux de toiture retournent à la mer. La mer n'a pas l'habitude de recevoir autant d'eau douce. La terre, c'est une éponge. Alors, reprenons. On enlève les arbres. Effectivement. La terre, c'est une éponge. La terre, c'est une éponge. Cette éponge-là, on l'a trouvée avec des arbres dessus. Ces arbres-là, ce sont les entonnoirs de l'éponge. OK? Donc, si tu enlèves les entonnoirs, ce qui capte l'eau et qui fait entrer l'eau dans l'éponge, qui est la terre, si tu coupes ces entonnoirs-là, l'eau va passer en surface. Et cette eau-là va retourner à la mer. Mais qu'est-ce que la mer va faire avec ton débit d'eau douce? Elle va te revaporiser ça tout de suite pour que ça retombe chez toi. Elle n'a que faire d'autant d'eau douce. J'essaie de comprendre. Quand tu me dis l'eau coule, c'est 80% de l'eau de pluie atterrit sur la mer. Parce qu'elle n'entre pas dans le sol. Okay. Elle n'entre plus dans le sol. Mais en quoi ça devrait poser un problème pour la mer? Parce que la mer est constituée d'eau salée, pas d'eau douce. Ok, d'accord. Ok. Et que quand, dans le cycle de l'eau, l'évaporation se fait, quand les nuages arrivent, là où il y a les pressions basses, l'eau recommence à tomber. Cette eau-là, elle touche les arbres, elle entre dans la couche terrestre, elle va se minéraliser jusqu'à ce qu'elle arrive dans la nappe phréatique pour nous donner une eau parfaitement minéralisée et consommable, de bonne qualité. Mais maintenant, cette eau-là, elle tombe sur une toiture, elle tombe sur du béton et elle est redirigée dans la mer. Au niveau des rivières, il y a quelque chose qu'on appelle le front d'eau, le front d'eau salée. Le front d'eau, c'est là où l'eau de rivière douce va rencontrer l'eau de mer salée. On appelle ça un front d'eau. Si la nappe phréatique n'a pas assez d'eau, parce que la nappe phréatique se vide, si elle n'a pas assez d'eau pour contenir le front d'eau salée, qu'est-ce que l'eau salée va faire?
Elle va entrer dans la nappe phréatique. Et elle va saliniser les sols. Et maintenant, tu as des nappes phréatiques où tu vas pomper de l'eau salée. Bientôt. Tu vas pomper de l'eau salée. Oui, parce que le front d'eau va reculer. Oui. On te dit que le trait de côte recule, on te dit. Donc, il est rentré. On te dit que le trait de côte recule par rapport aux montées des eaux. Si le trait de côte recule, ça veut dire que la mer se rapproche de moi. Et puis avec la corrosion aussi. Voilà, la mer se rapproche de moi. Si la mer se rapproche de moi, ça veut dire qu'elle entre aussi dans la rivière. Donc le front d'eau douce de la rivière va reculer. Et si la nappe phréatique, si la nappe phréatique n'est pas assez chargée puisque c'est une question d'équilibre, hein. Tout est en équilibre sur Terre. Nous causons le déséquilibre, mais tout est en équilibre sur Terre. La quantité d'eau qui était dans les nappes phréatiques du monde entier, cette quantité d'eau-là avait un cycle qui avait une fréquence, ok, et qui avait une quantité. Nous, avec notre façon polluante d'habiter le globe, on a augmenté cette fréquence-là et cette quantité-là. Et maintenant, on est pris dans la vague. Parce que tu as tellement d'eau douce qui va à la mer, maintenant tu vas avoir des précipitations de 100, 200 mm d'eau en 3 heures de temps. Donc elle va te redonner toute l'eau que tu as jetée là. Toute l'eau qui n'est pas passée par les nappes phréatiques, qui n'est pas passée par le système de filtration, de minéralisation de la terre, va arriver rapidement à la mer. Et bien la terre va nous le renvoyer rapidement en nuages et en trompe d'eau. Voilà, donc c'est dans ce cycle-là qu'on est venu jouer avec le fait que la terre, on l'a rendue imperméable. Quand tu mets du béton, tu imperméabilises le sol. Donc c'est vraiment à travers nos constructions. Infrastructure, environnement, quand tu coupes les arbres. Agriculture, quand tu mets de l'engrais. Agriculture, infrastructure, au niveau de la culture aussi. C'est-à-dire, la culture, c'est si tu ne défends pas assez ta ressource en eau. Tu perds ta culture quand tu ne défends pas assez ta ressource en eau. Et après, on va se plaindre. Parce que quand je regarde un petit peu, quand j'ai fait un peu mes recherches par rapport à l'eau, on dit souvent que la Martinique est une île tropicale où l'eau est abondante. Donc, quand on parle de tout ça, il y a quand même de l'eau en Martinique, mais effectivement, on voit aussi qu'il y a ce côté, il y a une baisse de l'eau. Déjà, comme on disait au début, c'est mondial. Exact. C'est mondial, voilà, de l'eau douce, l'eau potable, ça, voilà. Il a diminué, on dit que c'est par rapport à la population qui augmente. En même temps, en Martinique, le cas de nous pas, nous moins son population aussi. Et malgré ça, il y a une rarification de l'eau. Donc, on parlait d'infrastructure, comme tu disais, tu parlais de culture, tu parlais également d'agriculture. Est-ce que la monoculture n'aide pas non plus est-ce que la monoculture aide à cette rarification-là? Et bien sûr. Et non seulement la monoculture aide à la rarification de l'eau, l'agriculture aide à la rarification de l'eau. Je m'explique. Mais en même temps, nous avons besoin de manger. Oui, mais on peut manger plus lentement pour plein boudin. Ou pas plein boudin quand même. Si on mettait un kilo yamba, ou manger en 5 minutes. Et même kilo yamba, ou manger en 2 heures. Mais là, ce sont les habitudes de consommation. Hein. Boudin plein quand même. Ouais, mais là, ça reste par rapport à cette consommation, vos habitudes. Voilà. C'est-à-dire on a des habitudes effrénées de consommation. Et c'est pour ça que, face à ça, tu es obligé de mettre le slow food. Tu es obligé de mettre les choses les plus lentes. Je m'explique. Quand tu mets de l'engrais, souvent les engrais sont azotés. OK? Pour que cet engrais-là soit dissous et soit consommable par la plante, tu es obligé d'être abondant en eau, d'arroser énormément. Ouais,
C'est normal, Voilà. il faut y pousser. Voilà, il faut surtout que l'engrais affonde. Faut surtout que l'engrais affonde. Si vous mettez fumier, vous n'êtes pas obligé d'user abondamment. Une fois que le fumier est correctement mort, ça veut dire qu'il a perdu une grande partie de son azote. Il y a imprégné dans ça là. Eh bien, il a fertilisé ça là en temps qui est assez long et il a fertilisé ça là en fonction du taux d'humidité. Ou peut-être ni pour ajouter en l'eau et à dans fumier à même, ils a rétenteur d'eau, ils a cachébé de l'eau lui-même. OK? Et ou pas ni arroser en pile. Donc azote là qui a dans fumier, comme ou pas ni arroser en pile, ou pas qu'il fait descendre dans la nappe phréatique là. Quand tu mets beaucoup d'engrais et que tu arroses, le surplus d'engrais que tu mets va dans la nappe phréatique. Sauf que le terrain sur lequel tu cultives, il t'appartient, d'accord, mais la nappe phréatique qui se trouve à 50 mètres sous ton terrain ne t'appartient pas. C'est un bien commun. Tu cultives, tu te fais de l'argent avec des techniques qui sont sensiblement polluantes pour une nappe phréatique qui appartient à tout un peuple. Tu vois? Donc là, déjà, il y a un niveau de conscience à prendre. Est-ce que l'agriculteur, quand il met de l'engrais, est-ce qu'il sait quel cycle il ne respecte pas? Le respect de la nature. Il ne respecte pas le cycle de masse, c'est-à-dire l'azote en ammonium, l'ammonium en nitrite, les nitrites en nitrate. Il ne respecte pas ce cycle-là. Et dans ces engrais, il y a tout ça. Donc il va venir ajouter tout ça dans un sol qui est déjà plus ou moins riche. Mais attends. Si tu le dis, c'est que nous savons lire. Pourquoi, mais pourquoi en le sachant, pour tu les gens qui savent lire, malgré ça, on continue avec cette manière de faire? Moi, je vais dire que c'est tout ce qui est administratif autour de ça, toutes les lois financières autour de ça. C'est une question de finance. Tu sais que, en quelque part en Europe, il y a un jeune agriculteur qui s'est dit, je vais faire des bananes. Il est sous serre, il fait de la banane. Il vend son kilo de banane 20 €. Tu sais pourquoi? Parce que oui, en France. En France, on fait de la banane. Ah, moi, je savais en Espagne, je ne savais pas pour la France. En France, on fait de la banane maintenant. En Espagne aussi. Dans les pays catalans. J'avais cru comprendre que ça venait d'Espagne, la banane. Ouais, dans les pays catalans, là, ils font de la banane et ils vendent leur kilo de banane 20 €. Pourquoi? Parce que ils te certifient que ce kilo de banane-là, il travaille avec du fumier de cheval. Et il te certifie que ce kilo de banane-là n'a pas vu un pesticide, n'a pas vu un engrais. OK? Donc tu payes la qualité. Il ne fait pas des tonnes, le monsieur. Mais il fait du slow food. Voilà. Il fait de la qualité. Donc est-ce que nous, on ne devrait pas partir de ce côté-là? OK? Bon, j'ai ouï dire que l'INRA est en train de nous faire une nouvelle banane. L'INRA, tu peux préciser c'est quoi? L'INRA, c'est l'Institut national de recherche agronomique. Il travaille en Martinique sur une nouvelle banane. Mais celle qu'on connaît, c'est la Cavendish. La quoi? Je vais te donner le nom de celle qu'on connaît ici, c'est la Cavendish. La Cavendish. Voilà, c'est la banane qu'on utilise le plus en ce moment. L'INRA est en train de travailler sur une nouvelle, c'est la Pointe d'Or. La Pointe d'Or. La Pointe d'Or, une nouvelle banane. OK? Moi, ce que j'espère, c'est que cette banane-là ne sera pas en DM, c'est-à-dire délibérément modifiée. On connaissait OGM, organique génétiquement modifié. Maintenant, les gars, ils sont passés à un autre niveau. Ils sont en mode démoniaque. Ils sont en DM. C'est délibérément modifié. C'est-à-dire qu'ils ont laissé la banane, ce qu'ils appellent le cultivar. Le cultivar, c'est les différentes espèces de bananes que tu arrives à obtenir en cultivant plusieurs espèces de bananes. Tu vois, donc tu as naturellement un maillage d'espèces qui va se faire.
la banane cultivar. Eh bien, ils ont laissé ça pour la banane cultigène. Et la banane cultigène, c'est une banane délibérément modifiée. Ça veut dire que c'est une banane que tu vas créer comme tu veux. Si tu veux une peau épaisse, si tu veux un goût plus sucré, si tu veux une banane plus longue, plus grosse, maintenant on est capable de faire ça en biotechnologie. OK? Sauf que un cultivar et un cultigène, c'est pas la même quantité d'engrais, c'est pas le même type d'engrais. Est-ce que c'est la même quantité d'eau? C'est pas la même quantité d'eau non plus. Est-ce qu'à travers ces modifications alimentaires, pas alimentaires, de culture du moins, je ne veux pas dire alimentaire, de culture, est-ce que sur cette modification de la banane, on revient sur la banane, est-ce que ça va utiliser moins d'eau ou plus d'eau? Je ne pense pas. Hein. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Parce que ça aussi, ça a son importance. Voilà. Est-ce qu'à travers cette modification-là, que sachant l'urgence, ils n'ont pas fait aussi en sorte d'utiliser moins d'eau? J'ai envie de dire que ça m'étonnerait qu'ils aient pensé à l'eau. J'ai envie de dire que ça m'étonnerait qu'ils aient pensé à l'eau parce que la rarification de l'eau, c'est mondial, comme on disait. Oui. Alors, si tu passes de cultivar à cultigène, cultivar, c'est la banane qui va se mailler avec d'autres plants de banane pour faire une banane plus résistante. C'est-à-dire, ce qu'on est en train de faire là en laboratoire, les plantes même, elles savent le faire entre elles. Oui. Voilà. Parce que j'avais vu également dans des grands champs en Afrique, on en parlait dans une thématique, comme si avec les abeilles, ça va butiner par là, ça va aller. Voilà. Et donc il y a un changement naturel par rapport à l'espèce. Par rapport à l'espèce. Voilà. Donc, si on fait ça, l'espèce sera plus résistante par elle-même, par ce changement naturel-là. Mais si c'est une espèce que tu as construite en éprouvette, c'est du cultigène. Oui. Donc forcément, pour irriguer la banane cultigène, c'est comme le vitroplan. Si tu achètes un vitroplan, si tu achètes la banane qui se vend là en ce moment, le vitroplan. Racontez vitroplan, mais expliquez-moi ce que c'est vitroplan. Vitroplan, c'est un banane que yo fait aussi en laboratoire et qui pas qu'à monter très haut. Yo fait par exemple vitroplan, yo fait pour cyclone. Il pas à monter très haut, qui arrive à peine à 1m80, 1m70, mais qui a bon régime en mètre. Donc c'est-à-dire que les vents, ils vont pas qu'il fait impulsion face au vent puisqu'il coûte. D'accord, ok. Voilà. Donc, avant, on plantait on plantait des arbres pour casser le vent dans les champs de bananes. Ils ont trouvé que ça prend trop de surface. Donc, on a fait un vitroplan, on a fait une banane qui fait un énorme tronc, qui pousse pas très haut, donc solide, ok, et qui fait un très long régime. D'accord, ok. Sauf que le vitroplan, si tu n'as pas tous les engrais qui vont avec, tu vas perdre de l'argent. Donc il pas pousser. Oui, il pas pousser parce qu'il conçu pour y s'ouvrir en certaines quantités de l'engrais, en certaines quantités de pesticides, en certaines qualités, en certaines quantités d'eau. On a qu'à constater que c'est vraiment un cycle, comme on a dit. Comme on disait tout au long de l'émission, il faut des arbres pour pouvoir récupérer cette eau. En même temps, ces arbres-là sont modifiés. On y rajoute de l'engrais par rapport à une consommation à l'outrance, parce que oui, on a il faut faire vite et beaucoup. Il faut faire vite et beaucoup. En grande quantité. Donc il faut changer il n'y a plus le contexte naturel, on y rajoute la part de l'homme. Donc avec des modifications, on rajoute de l'engrais et cet engrais-là est mauvais et pollue nos eaux pour irriguer jusqu'à la rivière, donc la pollution de l'eau. Exact. C'est un cycle qui... chaud, comme je disais. Je dis ça au moins 4 fois, mais c'est vraiment compliqué. Et il va faire de plus en plus chaud. Il va faire de plus en plus chaud parce que... je le constate ces temps-ci. Il fait très très chaud.
Je le constate ces temps-ci. Je ne sais pas on sent l'humidité aussi. Alors, il va faire de plus en plus chaud sur la Terre. Pourquoi? Parce que tu as énormément de biomasse, d'arbres, qui sont remplacés par du béton. Une façade de 1 mètre carré de béton contient beaucoup plus de chaleur qu'un arbre. Un arbre absorbe de la chaleur et va rejeter après cette chaleur dans l'atmosphère par ses feuilles, par son tronc, par ses racines. Mais un panneau de béton, eh bien, il chauffe, il garde énormément de chaleur et il va rejeter cette chaleur-là sur les humains. Puisque c'est nous qui vivons dans le béton. Ce ne sont pas les arbres. Donc, plus on dit que quand le bâtiment va, tout va. Donc, plus le bâtiment ira et moins on aura d'eau. Parce que tu sais aussi, pour couler 1 mètre cube de béton, il faut énormément d'eau. Ok? Tout ça, ce sont les avantages immatériels de l'eau. Par exemple, on dit on a beaucoup d'administrations en Martinique. Oui, mais il faut laver les sols de ces administrations-là. Déjà, il faut les construire parce qu'elles sont en béton, elles sont antisismiques. Ok? Donc, il faut aller très profondément et très haut, parce que le type d'infrastructure. Ok? Donc, déjà, la construction, tu as une grosse quantité d'eau. Ok? Et si tu as une grosse quantité d'eau à la construction, c'est que tu as fait un gros bâtiment. Si tu as fait un gros bâtiment, ça veut dire que tu as une grosse surface de l'écorce terrestre qui ne sera plus jamais irriguée. Quand tu fais un bâtiment, la superficie du bâtiment, ça veut dire plus jamais d'eau à cet espace-là. Plus jamais d'eau ne pénètre quand tu as coulé du béton. Sur 1 mètre carré de béton, plus jamais d'eau ne va entrer là. Même si le bâtiment est effondré, pas ni bâtiment encore, il va gagner. Si le bâtiment est effondré, la nature reprend ses droits. Tout à fait, ok. De l'eau qui entre là. Donc, il y a quand mais même tant que ton bâtiment est en service, il n'a pas d'infiltration d'eau, l'eau ne traversera pas le bâtiment. Et toute l'eau qui tombe sur la tôle du bâtiment, sur la toiture du bâtiment, ce qui représente l'eau qui tomberait sur la surface occupée par ce bâtiment, toute cette eau-là, elle va à la mer. Elle n'est pas repompée pour irriguer les endroits où, éventuellement, il manquerait d'eau. C'est vraiment... Non, je suis en train de... Non. Je t'écoute là, mais je constate que nos habitudes, je constate que nos réflexes, que notre manière de concevoir et de voir ce monde, eh bien, on est dans le faux. Oui, parce qu'on a pris une habitude polluante d'habiter le globe. On a des habitudes polluantes d'habiter le globe. Mais il y a des solutions. On est plus content à se dire que... Bon, assez bien, ils vont ouvrir le nouveau centre commercial. Ah, ils vont ouvrir ce magasin par là. Exact. Mais on oublie que le centre commercial, il faut le laver. OK? Et moi-même, pour aller travailler au centre commercial, pour gagner ma vie, il faut que je puisse me laver aussi. Ça, c'est tous les avantages matériels. On ne voit pas ça. Quand on dit qu'il n'y a pas d'eau, en Martinique, ça sera très difficile pour les gens d'admettre que l'eau se raréfie. Parce que, et en Martinique, n'oublie pas qu'on a quand même sur 21 captages dans le nord Caraïbes, tu n'en as que 9 qui ne sont pas bons. Il y a des points positifs quand même. En Martinique, je pense qu'on va être... Allez, on a déjà été colonisé pour le sol, on va être colonisé pour l'eau. En Martinique, tu sais qu'on a 2 sources minérales. Qui sont? Non, je ne vais pas te donner les noms. On a 2 sources minérales et on a... On a, 2 eaux minérales naturelles et on a 3 eaux de source. 3 eaux de source. 3 eaux de source. Non, Pouchi, parce que c'est quand même un mouche. Ok. C'est aux Martiniquais d'aller chercher la qualité, la quantité de... Quand je parle de l'eau, je parle d'eau. Donc si je sais là où l'eau est en quantité et en qualité, je ne vais jamais te dire. Donc c'est un petit peu cette valeur-là qu'il faut qu'on redonne à l'eau.
Si je sais là où il y a une bonne Important source d'eau, aussi. oui, si je sais là il y a une bonne source d'eau parce que je me suis donné les moyens de vérifier sa qualité par moi-même, eh bien, je ne vais pas le dire à un Martiniquais, ni même à un Européen, ni même à un étranger. Je vais le garder pour moi. Si près de chez toi, il y a une ravine et que tu as analysé l'eau de cette ravine et que tu as constaté que l'eau de cette ravine est de bonne qualité, ne va pas le dire à quiconque. C'est de l'égoïsme quand même. La guerre de l'eau a commencé. Quand l'agriculteur, pour faire la fin de son mois, ajoute de l'engrais, et il sait très bien qu'il pollue une nappe phréatique qui appartient à la Martinique, c'est de l'égoïsme. OK? C'est de l'égoïsme commercial. OK? Moi, la source d'eau dont je ne te parle pas, dont je ne te donne pas le nom, je ne touche pas d'argent dessus, je ne l'exploite pas. C'est juste une richesse. C'est juste une richesse qui doit rester dans le pays. Et cette richesse-là, comment te dire ça? Si tu dis telle eau, c'est la meilleure, demain matin, tu as une queue devant cette source-là. Et la queue devant cette source-là ne va pas la respecter. Oui, j'ai compris. Elle va la polluer. Commençons d'abord par sensibiliser Mais les gens. oui, Commençons d'abord par éduquer les gens aussi. Il y a l'émission Papa J'hésite, on parle souvent par rapport également à nos jeunes. Sensibiliser en prévention, je pense que c'est très important que les gens puissent comprendre et savoir, comme tu disais, que nous bannissons encore. Il n'y a plus de marge de manœuvre. Hein. Si nous pas fait ben là, eh ben, c'est nous-mêmes nous qui mettons en péril. Oui, et c'est pour ça que tout à l'heure on a parlé de toutes ces administrations qui normalement doivent encadrer l'eau, mais elles ont 50 ans de retard. Toutes nos décisions en termes agriculturels pour faire de l'économie de l'eau, on a encore 50 ans de retard. Tu penses que l'année prochaine, un agriculteur ou deux agriculteurs en Martinique, ils vont commencer à stocker de l'eau organiquement dans leur jardin? Mais non. Mais non. Regarde aux prêcheurs. Aux prêcheurs, les agriculteurs demandent de l'eau. Alors que avec l'association Permactivi, on a mis un outil aux prêcheurs qui est l'outil Ecopost, okay, qui nous permet de faire du terreau et de travailler les matières organiques, okay, afin de pouvoir retenir de l'eau organiquement dans l'agriculture. Eh bien, on est aux prêcheurs. Les agriculteurs du prêcheur ne sont pas encore passés nous voir. Hein. Je vais dire que bon, c'est parce que la publicité n'est pas faite, ou bien parce que la communication n'est pas encore bien établie, et que le projet, et que le projet est en cours. Mais s'il y a un agriculteur du prêcheur ou de la Martinique qui a un problème pour garder de l'eau dans son exploitation, il faut qu'il vienne nous voir, il faut qu'il vienne discuter avec nous, il faut qu'il demande Permactivi, il faut qu'il demande à avoir l'Ecopost. Voilà. S'il y a un Européen qui a un problème de nappe phréatique, comme là, ils ont des problèmes de bassines, ils veulent créer des bassines là, mais il faut qu'ils viennent nous voir, il ne faut pas qu'ils aient honte de venir voir les îles, parce que nous, on a les solutions. Il y a des solutions, mais il faut faire tout de suite. Par exemple, on parlait du gaspillage de l'eau de toiture dans les cités. Il faut faire tout de suite, il faut prendre tout de suite la décision de faire des châteaux d'eau. Là. Il faut faire ça tout de suite, pas demain ni après-demain. Il faut le faire là. Nous dans l'urgence. Eh bien, parole mène parole, hein. N'a oui pas tes nous, mais parole mène parole. Un petit mot pour la fin, Jimmy. Dis-moi tout. Alors, un petit mot pour la fin. Je dis à moi, mettez vêtements tard les moins de circonstances. Bon, je remercie et Gilles de mon quartier, hein, puisque moi, je ne suis pas pompier. Pourquoi nous sommes pompiers? Non, je ne suis pas pompier. Gilles, en quartier, moi, qui est pompier. Donc, je dis, passez-moi tricot là, parce que ils allaient pour nous accélérer les successions. Donc, je suis en tricot pompier en les moins. Ça, c'est les pompiers que tout le monde en connaît dans le globe là. Mais maintenant, il y a un nouveau type de pompiers qui, pour émerger, c'est pompiers du globe.
Voilà. Pompier du globe terrestre. Et donc, tricota, en les moyens, il était vert. Il y a deux types de pompiers. Pompier normal là, tricot en les moyens, et puis un autre type de pompier qui a un tricot vert en l'air pour limiter les incendies de forêt, par exemple. Pour travailler en des façons d'augmenter la quantité d'eau, la capacité des sols à retenir de l'eau, par exemple. Voilà. Donc, pour accélérer les successions. Mais ça, il faut faire ça maintenant. Pas nous à faire attendre encore. Non. Pas nous à faire Puis nous attendre, puis nous quand manquer d'eau l'année prochaine. Très important. De toute façon, l'eau c'est la vie. Donc c'est pas comme si nous capables de dire que qui loin de nous, il est très proche de nous et c'est il a dans nous-mêmes. Ouais. Mais j'espère que vous avez apprécié, téléspectateurs, téléspectatrices. La problématique de l'eau, c'est maintenant, c'est urgent. C'est pas à se dire qu'on verra après. Oups, le micro. C'est pas à se dire qu'on verra après. Il faut le voir dès maintenant. Encore merci, Jimmy. Ok, merci. Moi qui remercie les autres et puis toute équipe là, peut-être, parce que les autres ont des thématiques qui sont excellentes. Et bon, moi, je souhaiter que nous là encore pour discuter de plein d'autres thématiques que je t'ai choisies. Pas de problème. En bel bravo, Bazot. Merci. Merci à Naoui, ou Jassav. Merci à Olivier, ou Jassav aussi. Et merci à vous, téléspectateurs, téléspectatrices. À une prochaine.